François Hartog, ce n'est pas une question là, comique, mais il se trouve que vous êtes historien et que nous allons traiter de la notion histoire. Nous avons quitté l'époque de Pierre Larousse qui disait que l'histoire était devenue pour lui une religion universelle, mais nous avons tous pu constater à l'échelle de notre génération, encore d'après-guerre en tout cas, que l'histoire avait été légèrement, enfin, ce qu'on entend par l'écriture de l'histoire, il faudra peut-être distinguer, l'histoire avait été supplantée par la mémoire. Bon, et que cette mémoire était devenue la figure de Clio pour un certain temps, peut-être encore maintenant, je ne sais pas. Alors, comment s'est opérée cette mutation et diriez-vous qu'elle est définitive? Définitive, je ne sais pas. Bon. Mais comment s'est-elle opérée? Ce basculement, ce déplacement qui est devenu un basculement, s'est opéré dans le cours des années 1970, en France en tout cas. Alors, le phénomène n'est pas seulement français, mais il est européen et il est même mondial, ou en tout cas largement au-delà des frontières de l'Europe. En France, on peut suivre une chronologie plus fine de la manière dont les choses se sont passées. Cette montée de la mémoire, elle est liée à ce dont nous avons parlé précédemment, c'est-à-dire le changement de rapport au temps. L'histoire, aussi bien l'histoire avec un grand H que l'histoire avec un H minuscule, l'histoire discipline, était cette histoire de Larousse, de Pierre Larousse. Cette histoire, elle était portée par le temps, processus progressif et en marche vers, en principe, les progrès de l'humanité. Dès lors que cette histoire-là se trouve mise en question, eh bien, l'histoire discipline va se trouver, avec un certain retard, parce qu'il y a beaucoup d'inertie dans les disciplines, va se trouver, elle aussi, mise en question, des doutes vont se surgir. Alors, quelqu'un comme Braudel, qui vous a intéressé, quelqu'un comme Braudel, il avait contourné, au fond, il n'avait pas encore rencontré cette transformation, et d'une certaine manière, il avait déjà trouvé une réponse avec sa longue durée. C'est-à-dire cette histoire de très longue durée qui était celle qui l'intéressait et qui se détachait de l'histoire événementielle, de l'histoire faite. Il aimait bien dire que l'histoire, certes, elle était faite par les hommes, mais reprenait la formule de Marx, mais il ne savait pas, mais dans des conditions qu'il ne choisissait pas. Bon, donc c'était, au fond, les agents de l'histoire étaient mis de côté. Ce qui peut aussi s'expliquer par le moment dans lequel Braudel a conçu tout ça, c'est-à-dire pendant la période de la guerre et après la guerre, où lui-même était prisonnier, où la France n'était pas vraiment au premier plan de ceux qui faisaient, des nations qui faisaient l'histoire, si on veut. Bon. Donc, on a vécu dans les périodes, dans les années 1950 jusqu'aux années 1970, Braudel étant cette figure dominante, Labrousse faisant son histoire économique, loin justement des acteurs. Et courant dans les années 1970, eh bien, le futur se ferme, commençant à être problématique, cette histoire tournée vers l'avenir devenant elle-même problématique, on a vu apparaître la mémoire, qui a d'abord surgi comme la mémoire de ceux qui n'étaient pas revenus, la mémoire
de ceux qui étaient des victimes. Bon. Et la montée de la mémoire va de pair avec la montée de la figure de la victime. Le témoin aussi, mais le témoin comme victime. C'est le procès Eichmann. Ça, c'est un peu plus tôt, 1961. Pour la première fois, des témoins sont là, convoqués devant au tribunal, pour témoigner. Témoigner de quoi? Ben, évidemment pas de ce qu'ils avaient vu, puisqu'ils n'avaient jamais rencontré Eichmann de leur vie. Donc, ils avaient survécu et ils venaient témoigner des douleurs, des souffrances qui leur avaient été infligées. Donc, ils étaient témoins et victimes, témoins comme victimes. Bon. Et par exemple, la France de Vichy, de Paxton, ça participe aussi de cette montée de la mémoire? C'est le tout début. C'est début 70? Oui, c'est le tout début. Alors, Paxton ne se place pas sur ce terrain-là, mais ça rend possible, ça ouvre un espace. Comme le chagrin et la pitié, vous diriez? Comme le chagrin et la pitié, alors qui a ouvert, lui, de manière mais alors plus brutale, cet espace, puisqu'il est passé, on va dire que tous les Français avaient été des collabos, enfin bon. Et c'est le moment aussi, alors le grand moment de la mémoire, c'est le début des années 80, c'est le film de Lanzmann, Shoah, 85, et à leur façon, les lieux de mémoire de Pierre Nora, qui propose un traitement mémoriel de l'histoire de France, de l'histoire de la France, ou aussi les enjeux de mémoire autour des négationnistes. Et le livre de Vidal-Naquet sur un Eichmann de papier à propos de Forisson. Donc il y a toute cette constellation-là. La mémoire, qui est surtout la mémoire, encore une fois, une mémoire très, très différente de ce qu'on entendait habituellement, couramment par mémoire, c'est-à-dire la transmission d'une expérience. Le type même de la mémoire, de la transmission, c'est celle des grands-parents aux petits-enfants, cette mémoire presque involontaire. Or, c'est justement cette transmission-là qui n'a pu se faire. Et les demandes de mémoire viennent de la part de personnes qui n'ont pas eu accès, qui n'ont pas pu avoir accès à cette transmission. Et cette demande de mémoire va devenir de plus en plus insistante et va prendre des formes finalement très historiennes, puisqu'elle n'est pas directe. Donc elle relève d'une enquête, elle relève de la recherche de traces, elle relève donc de procédures très historiennes. Donc on parle toujours de mémoire, mais ça n'est plus cette mémoire traditionnelle, des sociétés traditionnelles, c'est une mémoire reconstituée, refaite, que l'on se fait. Et cette mémoire, alors ça rejoint une préoccupation de ces années-là, cette mémoire va constituer votre identité. Alors, c'est très intéressant parce que vous mettez justement en relief un grand arc, si je puis dire, qui est l'arc qui va de l'histoire à la mémoire. Vous prenez des exemples très, très concrets, enfin, qui posent cette question qui a été celle qui a hanté très, très longtemps le 19e et le 20e siècle. Qui fait l'histoire? Est-ce que ce sont les grands hommes qui font l'histoire? Est-ce que ce sont les masses qui font l'histoire? Etc. Mais vous prenez donc, premier exemple, 1806, Clio montre aux nations les faits mémorables de son règne. C'est un tableau de Véron-Bellecourt, donc à propos de Napoléon. Et à l'autre extrémité, donc là, deux siècles plus tard, en 1989, une sculpture de Ansel Kiefer, inspirée de l'Ange de l'Histoire de Walter Benjamin, et là où on comprend que la mémoire est devenue le point de vue d'où on regarde l'histoire. Et c'est vrai que ces deux exemples montrent très bien. D'un côté, on voit que Napoléon, César, etc., bon voilà, celui qui actionne l'histoire. De l'autre, c'est la mémoire, et encore plus
avec un ange qui prend son vol sans qu'on puisse le saisir. Alors, ces deux extrémités nous montrent très bien le trajet accompli. En effet, et on peut ajouter encore à ce que vous venez de dire pour caractériser ces deux extrémités de l'arc, que le tableau de Véron-Bellecourt, 1806, il est entre deux, dans ce que j'appelle deux régimes d'historicité. Il est, en un sens, enfin, par toute une partie de sa construction très classique, donc il relève du modèle de l'histoire maîtresse de vie. C'est justement le Napoléon qui s'inscrit dans la tradition romaine. Il n'est pas là, il est représenté par un buste seulement, hein, et avec la devise qui est celle de César, Veni, Vidi, Vixi. Bon, je suis venu, j'ai vu, j'ai vaincu. Donc on est la mobilisation des références classiques pour présenter le héros du jour. Très bien. Mais le mouvement même du tableau, avec tous les personnages qui sont convoqués, jusqu'au bout du monde, on voit des Chinois dans un coin, etc., montre aussi, alors ça c'est mon interprétation, montre aussi une histoire qui s'est mise en mouvement. Bon, cette histoire qui va avoir des répercussions jusqu'aux extrémités du monde. Napoléon est celui qui va conquérir et qui va, alors du point de vue du temps, mettre tout le monde à l'heure française, d'une certaine manière, hein, avec son code civil, avec lequel il se promène partout. Bon. Donc on a historien magistrat et histoire qui a pris son envol. L'aigle a pris son envol. Bon. Kiefer, c'est tout à fait autre chose. C'est 1945, sous la forme de cet ange de l'histoire, ce qu'il appelle ange de l'histoire, donc ça renvoie à Benjamin, qui lui-même renvoie à Paul Klee. Donc c'est l'interprétation par Benjamin du tableau de Klee. Et quel est son ange de l'histoire, Kiefer? Il faut le dire d'un mot quand même. C'est un avion, un bombardier, probablement, enfin une espèce de grand avion, qui est tout froissé, qui est en ruine, donc qui apparaît comme ça. Il est clair que cet avion ne revolera jamais. Bon. Donc cet avion qui était aussi le symbole de la technologie de l'époque, donc des progrès techniques, est devenu une ruine, et cet avion, alors, était un ange porteur de mort, puisqu'il avait des bombes, il bombardait, alors, bon. Et il introduit, alors par l'intermédiaire de Paul Celan, donc qui est aussi présent dans cette sculpture, en tout cas dans la conception de la sculpture, il introduit cette question de la mémoire et de l'oubli, et de cet oubli qu'on ne peut pas oublier, bon, qui est évidemment celui de l'extermination. Donc, là, l'histoire, elle est figée. Le temps s'est arrêté, et on a un temps dont on ne voit pas comment il pourra reprendre son vol ou son envol. Et c'est ce contraste que j'ai voulu marquer, car par ces deux exemples, et on pourrait évidemment en trouver d'autres, c'est d'un côté le temps qui se met en marche, le temps moderne qui se met en marche, de l'autre côté ce temps moderne qui s'est abîmé. Alors, là, nous avons comme une histoire barrée, mais barrée vue d'Europe. Vous franchissez un pas supplémentaire, c'est le pas de Clio qui est vu d'ailleurs. Qu'est-ce qui se passe pour ce qu'il en est de l'histoire quand l'Europe n'est plus le centre? Alors, l'Europe a conçu son histoire, son concept d'histoire, comme étant universel. Donc, il devait valoir pour tout le monde. Et, au fond, les colonisateurs, les missionnaires, les administrateurs, etc., sont venus dans leur bagage l'histoire. Et
ils ont dit, eh bien, vous devez, ils ont dit aux colonisés, vous aussi, vous devez entrer dans l'histoire. Vous devez embarquer dans le train de l'histoire. Étant entendu que l'étalon, c'est nous. Et donc que nous mesurons où vous en êtes dans l'histoire. Est-ce que vous êtes avancé, pas avancé? Est-ce que vous pouvez... Par rapport à notre échelle. Par rapport à notre échelle. Et est-ce que vous pouvez, enfin vous devez, vous n'avez pas le choix, il faut embarquer, parce que c'est la voie vers la modernisation, c'est la modernité. Alors, ce cheminement, il a pris un tour nouveau après 1945, qui a été évidemment la fin de l'Europe comme centre. C'était déjà le cas après 1914, mais c'est pleinement accompli après 1945. Et donc l'Europe n'est plus qu'une province. Elle a déjà été provincialisée, si on veut. L'Europe n'est plus qu'une province. Et les peuples qui sont en train de vivre la décolonisation, on leur propose non plus d'embarquer dans le train, mais d'avoir leur propre train, d'une certaine manière. Et c'est toute cette thématique, après 1945, qui est celle du développement. L'ONU, l'UNESCO, enfin, toutes les grandes agences internationales ont comme mot d'ordre le développement. Et le développement, ça veut dire, ben oui, se développer, mais donc aussi avec plus ou moins clairement dit ou non dit, l'idée que se développer, ça veut dire se développer sur le modèle de ce qu'a fait l'Europe et le monde occidental en général. Et alors dans tout ça, le marxisme joue un rôle évidemment important, puisqu'il a eu en Chine, évidemment la révolution chinoise, mais un peu partout, les ex-colonisés, les élites des ex-colonisés ont utilisé, fait référence, ont voulu développer des régimes de type plus ou moins socialiste, marxiste, etc. Mais ils se sont aussi aperçus assez vite que au fond, qu'une fois de plus, ils étaient floués. Bon. Et le moment où le moment là aussi d'un basculement dans lequel nous nous trouvons toujours, c'est 1979 avec la révolution iranienne, bon, où on voit très rapidement, justement, des gens qui étaient plutôt de gauche, disons, pour reprendre des catégories usuelles, devenir passer du côté du religieux. Bon, hein, et c'est bien la preuve, c'est bien le signe que désormais, on ne va plus faire appel à vos modèles, qu'on ne veut plus se laisser flouer par vos modèles et que nous allons avoir nos propres modèles. Bon, alors après, ça a donné ce que ça a donné. Mais si on veut comme ça dresser une chronologie extrêmement rapide des changements du rapport à l'histoire et de ce que peut être l'histoire, eh bien, il faut, je crois, introduire cette scansion et la révolution iranienne introduisant alors une histoire de type messianique et apocalyptique. Alors, concluons là-dessus, si vous voulez bien. Vous ouvrez la possibilité, voire l'espoir, de retrouver, ou peut-être de trouver tout simplement, des formes renouvelées d'histoire au pluriel. Ça voudrait dire que, désormais, en 2020 et après, l'histoire, par définition, doit être écrite en fonction de plusieurs points du globe qui ne se rencontrent pas, mais qui sont comme des histoires parallèles. Oui. Et si vous voulez, ce texte n'envisage, et c'est sa limite parce que ça a été conçu comme ça là où il a paru, c'était dans cette perspective, il n'envisage pas justement ce dont nous avons parlé juste avant, c'est-à-dire l'Anthropocène. Mais cette histoire, ce concept pluriel, oui. Bon,
Disons que pour l'instant, si je reste dans la logique de ce texte, bon, l'histoire avec un H majuscule, zéro pour la question en ce moment. Peut-être pas pour toujours. Peut-être qu'on retrouvera quelque chose, peut-être qu'on arrivera à fabriquer quelque chose, je ne sais pas. En tout cas, ça n'est pas le cas. Et mon avis, simplement, est que ça n'est pas ici que ça se formulera. Bon. C'est pas non plus pour faire le misérabiliste, enfin, en disant de toute façon nous on est foutus, on a juste à se tenir à la bouclée et puis c'est terminé. Non, c'est pas ça. Mais c'est simplement la prise en considération du fait que ce qui se joue au-delà de nos petites Europes est probablement d'un poids plus fort actuellement. Voilà, c'est tout. Là, alors je dis la limite de cette façon d'envisager les choses, c'est justement que ça ne prend pas en compte l'Anthropocène. C'est-à-dire ces temporalités incommensurables les unes avec les autres que nous évoquions un tout petit peu précédemment. Et cela veut dire que si nous voulons arriver à quelque chose qu'on pourrait appeler une nouvelle condition historique, oui, c'est ça. Il faudrait qu'elle tienne d'un côté ces histoires, ces concepts pluriels d'histoire, ou ces concepts d'histoire au pluriel, ou ces histoires au pluriel, bon, et de l'autre, ces temporalités incommensurables de l'Anthropocène, donc ce clivage, ce temps clivé, avec lequel nous devons désormais vivre. C'est simplement... Donc ce texte ne s'oppose pas à cette perspective de l'Anthropocène, mais n'envisage qu'une partie du problème qui est posé. La multiplicité des temporalités du monde, si l'on veut. Oui. Et puis de l'autre côté, vous avez les temporalités immenses de l'Anthropocène, et c'est tout ça qu'il faudrait tenir ensemble, encore une fois, sans du tout, jamais, si possible, réduire les unes par rapport aux autres, sans jamais introduire des thématiques comme celle des stades ou des instances, ou voilà. Mais je n'ai pas ça dans ma poche.